attrait pour pratiquer les bonnes pratiques agroécologiques individuelles. En effet, 70 souhaiteraient suivre une formation pour connaître les bonnes pratiques. Voilà, on sait tous qu'à l'école, c'est pas ce qu'on nous apprend et donc il n'y a pas d'âge pour apprendre, les bonnes pratiques agroécologiques. Les principaux défis, heu, à relever, pour les Français, le principal, c'est une rémunération plus juste pour les agriculteurs à 70. Réellement, le statut d'agriculteur et les enjeux autour de ce métier sont très fortement ressortis dans le baromètre. 92 souhaitent que le modèle actuel de l'agriculture conventionnelle, qui est celle la plus répandue aujourd'hui, dans les pays occidentaux, évolue et 43 souhaitent une transformation radicale. Donc on n'est pas dans le petit pas, la demi-cuillère ou la petite mesure. Les enjeux sont vraiment, clairement identifiés. Voilà ce qu'on peut vous dire, dans les principaux enseignements de ce baromètre, que l'on a opéré en début d'année. Donc, maintenant ce que l'on a envie de partager avec vous, c'est, avant d'attaquer la première table ronde, c'est un premier sondage. En fait, ce qui nous semble important, c'est selon vous, quel serait le défi que doit relever l'agriculture aujourd'hui? Si on devait écrire à tous nos candidats, qu'est-ce qu'on leur envoierait comme étant on l'enverrait comme étant votre pronostic sur les enjeux les plus importants? Voilà, vous avez 30 secondes pour poster votre réponse que je commenterai dans quelques secondes. Voilà. Allez-y. On va peut-être se laisser une minute parce que je vois qu'il y en a encore qui votent, comme vous êtes très nombreux. Bon, a priori, il semblerait que quasiment tout le monde ait voté. Non, encore quelques-uns. Ok, je propose qu'on passe à l'analyse des résultats de nos votes. Voilà. Alors, sur les votants, on voit que la première, le premier défi, selon vous, c'est de changer la PAC. Alors, ça va être un peu, on va pouvoir en discuter après parce qu'il y a eu tout un travail l'année dernière. Donc, 30% d'entre vous pensent que changer la PAC, c'est le premier défi à relever. Le deuxième sujet, c'est interdire l'utilisation de pesticides. 25%. Ensuite, rendre les produits locaux et de saison accessibles. Là, on est sur tous les enjeux de circuits courts et d'accès à ces aliments. Donc là, c'est 19%, quasiment à même, on va dire, à même pourcentage que aider l'installation d'agriculteurs en bio. Voilà. Et pour finir, soutenir les agriculteurs en difficulté et notamment ceux qui ont fait le choix du conventionnel, pensant que c'était la bonne solution. Voilà, merci pour vos votes. Et on va avancer sur la première table ronde, où on a la chance d'avoir 4 personnes avec nous. L'intitulé de la première table ronde, si je veux bien, voilà. Merci. Donc la première table ronde s'intitule « Comment faire évoluer en profondeur le système agricole actuel grâce à l'agroécologie ». Donc, nous avons la chance d'avoir 4 intervenants d'horizons différents. On a souhaité à la fois avoir le côté plus associatif engagé, le côté plus politique élu, également le côté plus distribution, parce qu'il y a un vrai enjeu autour de ça. Et puis, pour finir, également la partie plus agroécologique et agronomique. Voilà. Donc, je ne sais pas si les 4 intervenants sont avec moi. En tout cas, moi, je ne les vois pas sur l'écran pour l'instant.
Voilà. Bonjour Olivier. Bonjour tout le Bonjour monde, bonjour Isabelle. Françoise. Bonjour à tous. Bonjour Bonjour. Salomé. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Enchantée. Alors, première question, forcément, 91% des Français souhaiteraient que l'agroécologie soit soutenue par les pouvoirs publics. Mais dans les faits, en fait, on aimerait bien que vous partagiez avec nous comment est-ce que ça pourrait se passer et puis de quel soutien pourrions-nous parler? Comment est-ce que ça pourrait se traduire concrètement? Peut-être Salomé, en tant que chargée de projet France à l'association SOL, vous pourriez nous partager vos premières idées là-dessus. Oui, bien sûr. Bien, bonjour à tous. Donc SOL, pour vous resituer rapidement, est une association de solidarité internationale qui a été aussi assez investie dans les négociations de la dernière PAC qui est entrée en vigueur dans le cadre de la plateforme Notre PAC. Et pour répondre du coup rapidement à votre question, il y a différents instruments politiques et législatifs qui permettraient de faire évoluer le système en profondeur. Au niveau européen, du coup, la politique agricole commune, la PAC, qui définit les grandes orientations européennes en matière de politique agricole. Ensuite, au niveau national, il y a aussi des marges de manœuvre, avec à la fois la manière dont l'État va mettre en œuvre les décisions qui sont prises au niveau européen, et puis aussi à travers des politiques agricoles nationales qu'on connaît souvent aussi sous le nom de loi d'orientation agricole. Et puis ensuite, peut-être au niveau local aussi, il y a des marges de manœuvre, il y a des compétences de certaines des collectivités territoriales pour soutenir à l'échelle de leur territoire la transition agroécologique. Et donc, à travers ces différents instruments, on peut agir sur quels sont les choix en termes de modèles de production, en termes de réorganisation des filières, de transformation, etc. Et puis, en termes aussi de consommation, d'accès pour les citoyens à une alimentation de qualité et à des prix accessibles pour tous. Et donc, l'instrument politique sur lequel j'insiste, il est important parce que ce sont des instruments qui ont des effets très incitateurs à la transition. Et donc, c'est le cas au niveau européen, national et local, comme je le disais. Et au niveau national, il y a notamment un gros enjeu sur lequel nous, on travaille dans le cadre de nos actions en France chez SOL, qui est le renouvellement des générations agricoles. On est dans un contexte un peu alarmant. Les premiers chiffres du recensement agricole sont sortis il y a quelques mois, donc le recensement agricole de 2020. Et il y a un gros enjeu à renouveler les agriculteurs qui, pour moitié, seront à la retraite d'ici 10 ans. Et pour nous, cet engagement en faveur du renouvellement des générations agricoles, c'est aussi un instrument pour engager une transition agricole, parce qu'on a aussi aujourd'hui beaucoup de porteurs de projets, donc des gens qui souhaitent s'installer et devenir agriculteurs, qui sont porteurs d'une transformation du système à travers les pratiques agricoles qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Merci Salomé. Juste pour donner un chiffre, aujourd'hui on a 400 000 agriculteurs ou paysans en France et dans 10 ans on en aura 200 000. Voilà, donc on a un véritable enjeu, que ces terres n'aillent pas à l'agrandissement des voisins, mais aillent plutôt à l'installation de néo-paysans ou de paysans tout simplement. Voilà. Marie, vous êtes acheteuse et coordinatrice du développement des filières chez Léa Nature. Vous avez donc une approche différente, on va dire. Est-ce que vous pourriez nous partager, vous, les défis que vous voyez et comment on pourrait répondre justement à cet enjeu aujourd'hui de soutenir l'agroécologie par les pouvoirs publics? Oui, bonjour à tous. Je dirais que j'ai une vision complémentaire en fait, parce qu'on travaille sur le même terrain, je pense. Nous, on a des contrats filières, par exemple, qui soutiennent les agriculteurs sur des contrats pluriannuels et des fois pluripartites. En fait, on fait des contrats sur toute la chaîne de production. Donc, dans ce sens-là, on soutient vraiment l'amont des filières et pour pouvoir leur donner une visibilité. Et des fois, comme Salomé le disait, on fait appel à des instances un peu publiques comme les chambres d'agriculture, comme les agrobio, voilà, pour soutenir l'amont des filières, pour aider au développement de l'agriculture biologique. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. C'est vrai, il s'agit vraiment d'organiser les filières pour mieux répondre à la demande du marché. Peut-être qu'on en parlera après, peut-être du marché, mais c'est vraiment pour mettre en adéquation ce qui est produit et le marché pouvoir s'approvisionner à ce qui est produit. Merci Marie.
Olivier, donc tu es docteur en sciences, spécialisé en agronomie et en sciences de l'eau, et bien entendu, tu es un des experts terre et humanisme. J'aimerais que tu complètes, toi, de ton point de vue, comment est-ce qu'on pourrait soutenir l'agroécologie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, ce que je tenais peut-être d'abord à rappeler, c'est que c'est vrai qu'il y a deux. L'agriculture conventionnelle aujourd'hui est surtout subventionnée à deux niveaux. Voilà, il y a effectivement la PAC, mais il y a aussi, on va dire, nos impôts via toutes les externalités négatives qu'engendre ce système-là, et notamment à travers la dégradation des eaux, la santé. Et c'est un coût qui est monstrueux d'argent qui est versé et qui est, au final, qui est absolument pas efficient puisqu'on répare juste. Et c'est cet argent-là voilà, sur lequel il faudrait travailler à travers tous les mécanismes qu'a cité notamment Salomé, de les réinjecter pour justement faciliter à tous les niveaux des filières l'installation, le développement de l'agriculture sur les territoires. Parce que ça représente une manne, ces externalités négatives qui est colossale. Et ça, plus voilà, la reconversion de la PAC, voilà, de la repenser, avec la somme des deux et la structuration, comme l'a évoqué Salomé, voilà, moi je le vois un petit peu comme ça. Merci Olivier. De rien, avec plaisir. Alors Isabelle, voilà, hein, l'enjeu pouvoir public, quand on est vice-présidente de Montpellier Métropole en charge de la transition agroécologique et alimentaire, on est au cœur du dispositif, on est au cœur du sujet et j'imagine qu'il y a plein de leviers d'action. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Ouais, il y a beaucoup, alors je vais essayer de faire synthétique, il y a beaucoup de leviers d'action. Déjà, au travers des compétences de la décentralisation, hein, sur lesquelles on a, je dirais, non seulement des moyens, mais aussi des devoirs, on peut agir pour l'agroécologie. Hein. Au-delà déjà de l'élaboration et de la revendication d'une politique publique dédiée à ça, et je ne refais pas l'histoire depuis 2015 de ce qu'on a voulu mettre en place. Et ça passe notamment, ça c'est un élément important, le virement, c'est comment arriver à rompre avec les silos et avoir une approche coordonnée, transversale entre politiques publiques, parce que l'agroécologie, c'est cette approche systémique globale, quoi, et pas uniquement à l'échelle de la parcelle, mais aussi à l'échelle de bassins versants et même de territoires. Donc un des leviers d'action, par exemple, c'est l'eau potable. On est en compétence sur la distribution d'eau potable. On doit préserver la ressource, on doit, notamment dans les aires de protection des captages, mener des actions avec les acteurs et notamment les agriculteurs pour aller vers des pratiques respectueuses de la ressource. Et donc, moyennant cette compétence et puis des financements agences de l'eau, par exemple, on mène tout un travail direct sur le terrain, en coordination avec les autres acteurs de terrain, pour avancer dans ce sens-là. Et on a dépassé, je dirais, les premiers stades qui étaient comment limiter les produits phyto, par exemple, pour aller vraiment vers des approches de plus en plus globales, comme réfléchir à l'échelle des filières, par exemple Fibani, travailler sur des filières à bas niveau d'impact, donc y compris sur les dimensions économiques et en remontant un peu vers l'amont. C'est aussi, par exemple, réfléchir les programmes genre Biodivine, etc., sur la biodiversité, les haies, etc. Donc ça, c'est un premier levier d'action. Après, on a un deuxième levier d'action, c'est qu'on est propriétaire en tant que collectivité. La métropole, mais aussi les communes, les 31 communes du territoire. Et là, il faut qu'on soit exemplaire. Donc, par exemple, on met en place des plans de gestion, et là, je fais un clin d'œil à Olivier parce que je pense qu'on va se revoir là-dessus. On met en place des plans de gestion agroécologique à l'échelle de domaines qui peuvent être importants. Vous connaissez sans doute le domaine de Vivier à la métropole, c'est 200 hectares, des espaces naturels, des espaces cultivés. Pareil, Fabrègue, Mirabeau, etc. On a la volonté, pareil dans le cadre de programmes de projets d'associations foncières agricoles que l'on lance sur 7 communes au nord de la métropole. Au total, c'est 1 millier d'hectares de propriétés métropolitaines, communales, mais aussi privées, parce qu'on essaye d'embarquer des propriétaires privés qui ont des terrains en friche, dont ils ne savent que faire, entre guillemets, pour arriver à, en même temps que l'on va, excusez-moi, j'ai un peu essoufflé, en même temps que l'on va aider à l'installation d'agriculteurs et d'éleveurs, on va aussi réfléchir à ces investissements collectifs qui permettent de refaire ces infrastructures agroécologiques à ces échelles, je dirais, collectives. Après, on travaille, je vais très vite, avec le territoire, avec la recherche. Et donc, à ce titre-là, là, je vous parle d'actualité très actuelle. C'est des discussions qui sont en cours. Comment mettre en place des living labs, par exemple, pour pouvoir, à l'échelle de petits territoires de bassins versants, démontrer tout ce qu'apporte de positif
le fait de travailler sur des infrastructures agroécologiques et des pratiques agroécologiques avec les agriculteurs, non seulement pour la résilience de l'agriculture face au changement climatique, mais aussi pour améliorer le grand cycle de l'eau, lutter contre le ruissellement, préserver la ressource en eau potable, préserver la biodiversité, etc. Préserver nos infrastructures, chemins ruraux qui sont détruits à chaque fois qu'il y a des pluies torrentielles, etc. Enfin, on se rend compte que le fait de revenir à ce bon sens d'un aménagement rural agroécologique, ça a plein d'effets bénéfiques pour de très nombreuses politiques publiques. Si en plus on y ajoute une coordination avec la politique zéro déchet, où on vient remettre de la matière organique, des biodéchets et des broyats végétaux dans les sols, et quand en plus on sait qu'on a des enjeux de séquestration de carbone à l'horizon 2050, enfin je vous mets tout ça ensemble, on voit que c'est très vertueux. Donc travailler arriver à mettre en œuvre et puis à chiffrer aussi tout ce que ça apporte en coût-bénéfice, le fait d'investir des euros dans ces aménagements-là. Et dernier levier d'action, je vais très vite, mais il y en a encore plein d'autres, hein. On pourra continuer, c'est aussi un territoire joue ce rôle de mettre en valeur, de mettre en réseau les expériences, les initiatives locales, qu'elles soient publiques ou privées, associatives, professionnelles. Et c'est notre projet d'archipel de ferme ressources qu'on va pouvoir lancer là maintenant, où on se dit que sur notre territoire, on en a identifié 12, mais il y en a encore d'autres qui sont en germination, je dirais. C'est des lieux où non seulement il y a de la production, mais il y a aussi des volontés de partager, d'échanger sur l'innovation agroécologique, que ce soit pour le grand public, les enfants, les professionnels. C'est des lieux de ressources aussi pour, par exemple, des variétés anciennes ou pour toutes sortes de savoirs, de ressources qui sont forcément adaptés au territoire et qu'on veut soutenir pour que ce soit à disposition du plus grand nombre. Bon, il y aurait d'autres exemples, mais je m'arrête là. Merci Isabelle, c'est tellement enthousiasmant de voir ce qui peut se passer. Une des inquiétudes principales des Français, c'est les agriculteurs. Voilà, c'est le sort des agriculteurs dans la français, dans la globalité, mais aussi à l'international. Qu'est-ce que, selon vous, l'agroécologie change concrètement pour ces agriculteurs? Et je propose que peut-être Marie, vous commenciez par partagez-vous votre vécu avec les agriculteurs? Oui, moi je vois deux axes en fait de soutien aux agriculteurs. En fait, déjà il y a l'agriculture biologique, donc une agriculture comme vous le savez sans traitement ou sans traitement voilà chimique. Donc du coup il y a une préservation de la santé de l'agriculteur par cette culture bio. Dans leur exploitation, souvent ils ont des bonnes pratiques. On voit certains qui vont jusqu'à la certification d'émetteurs biodynamiques. Donc c'est vraiment une agriculture poussée sur la préservation du territoire. Et l'autre axe que je vois aussi de soutien, c'est nos filières équitables. Donc, il y a les filières équitables du Sud et aussi se développent de plus en plus les filières équitables du Nord, où on soutient financièrement les agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils nous donnent leur prix de vente en adéquation à leur coût de production. Et dessus, on rajoute une prime de développement. Et du coup, là, on est sûr, par un organisme certificateur qui vient certifier par-dessus la démarche, que les producteurs sont bien rémunérés. Donc, c'est vrai que nous, on est assez rassurés par cette démarche où on voit que les producteurs sont rémunérés comme ils le souhaitent à hauteur de leur coût de production. Donc, c'est une voie de soutien aux agriculteurs. Donc, je ne sais pas si vous voulez des exemples, mais voilà, on a pas mal de filières qui sont sous cadre-là, 100% et bio en alimentaire. Et après, on a des voies de soutien différents en fonction des filières. Merci Marie. Peut-être Isabelle, je vous repasse la parole parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à partager également sur ce que l'agroécologie peut changer concrètement pour nos agriculteurs. Alors, ce qu'elle peut changer, c'est l'agroécologie remise je pense, dans une perspective de système alimentaire. Si on parle de l'agroécologie nourricière, hein, à Montpellier, on a aussi la question de la vigne, mais on pourrait y revenir. Dans une perspective de système alimentaire territorial durable, plus globalement. C'est-à-dire qu'on est vraiment cette volonté de montrer qu'on peut concilier, non pas opposer intérêt du consommateur à intérêt du producteur, environnement et agriculture, etc., mais qu'au contraire, tout ça peut aller de pair. Dès lors que l'on réfléchit vraiment, j'insiste, hein, de façon globale, par exemple sur notre modèle de consommation. Si et ça c'est tout le travail qu'on peut faire à l'échelle des territoires avec les fameuses restaurations collectives, on en parle beaucoup, mais je pense que c'est vraiment un gros levier.
Parce que bon, en termes de quantitatif, par exemple sur la métropole de Montpellier, c'est 80 000 repas jour, hein, la restauration collective, qu'elle soit scolaire, hospitalière, universitaire, etc. Et donc par le levier de la commande publique ou parapublique, hein, on peut à la fois, par le levier de la commande publique, mais surtout de tout l'accompagnement qu'on peut mettre à côté pour construire l'offre et la demande en amont. C'est-à-dire comment on ne balance pas des marchés publics comme ça dans la nature, mais comment on apprend à se connaître avec les producteurs. C'est tout le travail qui est fait, par exemple, sur la métropole, sous forme de groupes de travail informels, où les producteurs, mais aussi tous les acteurs de la filière se réunissent pour, filière après filière, le pain bio, les fruits, les légumes, la viande de poulet, les œufs, les lentilles, le pois chiche, etc. Comment sur chacun de ces produits, on voit comment on peut, au travers de la commande, garantir à des producteurs des volumes, une sécurisation de vente à des prix qu'ils attendent, rémunérateurs, mais en même temps leur expliquer quelles sont les attentes de la commande, eux expliquer quels sont leurs freins, quels sont les freins qu'il y a tout au long de la filière qui font qu'au final c'est difficile pour aujourd'hui de connecter, de faire la connexion. Et comment on peut lever, excusez-moi, certains freins pour que la connexion se fasse, faire de la formation. Voilà, il y a des groupements de producteurs qui peuvent se créer. Donc ça c'est un exemple du fait qu'on n'est pas uniquement dans, je dirais, la prescription, mais aussi dans l'accompagnement pour arriver à... On a, comme je vous disais aussi, par exemple, tout un programme autour des filières à bas niveau d'impact. Là, c'est au titre de la protection de la ressource en eau, où on travaille avec les acteurs, notamment sur les protéines végétales, hein, lentilles, pois chiches, haricots, etc. Puisqu'il y a une politique alimentaire, c'est pour ça que je vous dis que tout est dans tout, hein. On a une politique alimentaire qui vise à diminuer la viande dans la restauration collective, mettre un peu plus de protéines végétales. Mais voilà, on peut viser ça, mais si on veut que ça bénéficie vraiment à des petits producteurs de la région, il faut qu'on fasse ce travail de structuration de filière pour que ça fonctionne. Donc c'est un travail de fourmi, hein, de structuration, mais où en tant que territoire, on prend notre part pour que ça donne ces résultats. Voilà, donc moi je pense que l'agroécologie, dès lors qu'elle n'est pas normative déjà, elle reconnaît à chacun ses situations, ses volontés, ses envies, et qu'on voit aussi l'agroécologie comme une démarche de progrès, où chacun prend le chemin qu'il veut prendre, hein. Certains vont plus prendre le chemin du sol. Alors oui, il y a un chemin qui est assez fédérateur, c'est le sol, je me rends compte, de plus en plus. Et là, c'est un sujet sur lequel nous, on va commencer à se pencher au niveau métropolitain. Et c'est le sol, c'est franchement dans les politiques publiques territoriales et même nationales. Bon, il y a eu le fameux 4 pour 1000 de Stéphane Le Foll, mais au niveau territorial, c'est très peu connu. Et là, il y a énormément de choses à voir, où là aussi, on peut vraiment, sol, eau, biodiversité, en rentrant par ces entrées-là, on peut vraiment fédérer et faire avancer des projets gagnant-gagnant. Isabelle, on vous réclame pour venir à Toulouse Métropole, hein. Il va falloir déménager. Salomé, côté bénéfice pour les agriculteurs de cette agroécologie, je crois que vous aviez envie de nous parler de la dimension de l'autonomie. Oui, et ça fait un peu le lien avec ce que disait Isabelle en fin d'intervention. La notion d'autonomie, c'est peut-être une notion qui est pas systématiquement mise en lien avec la question de l'agroécologie. Mais nous, ce qu'on cherche aussi à montrer à travers nos actions, c'est que la transition agroécologique, c'est aussi ça peut être aussi un processus d'autonomisation. Et donc, à travers soit la mise en place ou la transformation de ces pratiques pour être en cohérence aussi avec les enjeux face aux enjeux sociaux et environnementaux, on est aussi dans le développement on peut être aussi dans le développement d'une activité pour laquelle on est moins dépendant d'autres. Je parle des banques, des fournisseurs d'intrants, de certaines pratiques, de certaines logiques aussi des acteurs de la filière. Et donc, à travers cette autonomisation et cette moindre dépendance vis-à-vis des acteurs, la mise en place, par exemple, de systèmes avec des débouchés plus localisés, on va avoir une meilleure maîtrise de son activité, une meilleure maîtrise de ses coûts aussi, qui fait que, voilà, pour les agriculteurs, ce qu'on montre à travers nos actions aussi, c'est que l'agroécologie paysanne,
est un moyen d'améliorer les conditions d'exercice et de vie des agriculteurs. Sur l'aspect peut-être santé, qui est un élément important aussi quand on parle des difficultés des agriculteurs. Je passe très rapidement sur la dimension santé physique, avec un moindre impact, par exemple, des produits qui sont utilisés dans l'agriculture conventionnelle sur la santé des agriculteurs, mais on parle aussi de meilleure santé psychologique par cette meilleure maîtrise de son activité, d'être sur des activités aussi qui sont plus à taille humaine, et aussi, ce qui est une autre dimension de l'agroécologie, l'idée d'être dans une activité, de s'inscrire dans un écosystème territorial, d'être vraiment à l'échelle d'un système, permet aussi de développer des coopérations avec d'autres acteurs locaux, d'être plus en lien avec les citoyens et par là d'être peut-être un peu moins isolé dans son activité, puisque l'isolement, c'est aussi quelque chose qui ressort dans les problématiques auxquelles peuvent faire face les agriculteurs. Merci beaucoup, Salomé. Bon, on a des questions, il nous reste 10 minutes. Je propose malheureusement, on n'aura pas le temps de traiter tout ce qu'on avait envie de traiter entre nous. Je pense que c'est toujours important de répondre aux questions. En tout cas, moi, j'ai à cœur d'être dans l'interaction. Pascal nous pose une première question qui est: comment abolir les spéculations sur les marchés financiers des matières agricoles? Il cite l'exemple du blé, du maïs, du cacao, mais il y en a plein d'autres. Qui veut commencer? Est-ce que Marie, vous auriez quelque chose à dire là-dessus ou... Oui, on est en plein dedans. Je me doute. C'est compliqué en ce moment, surtout qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer sur le marché. Nous, notre première réponse, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est faire des contrats locaux de producteurs dont on connaît l'origine. Donc, nous, on favorise l'agriculture en France et avec des coopératives et des filières françaises. Et aujourd'hui, ces filières sont moins impactées, on va dire, parce que nos contrats, ils sont de la récolte précédente qui est en silo ou sous forme de farine. Par exemple, on a fait des contrats pluriannuels sur du blé qui rentre après dans nos biscuits, donc avec le lien biscuiterie, minoterie et coopérative de producteurs de blé. Aujourd'hui, celle-là, elle est sous contrat, elle est en stock, donc le grain, il existe. Après, l'incertitude, c'est la dépendance aux énergies, parce que les agriculteurs, ils vont devoir utiliser leur tracteur pour semer, pour après faire du travail au champ. Et c'est cette partie-là dont on ne connaît pas l'impact. Mais en tout cas, nous, on travaille en transparence et on a, comme je disais tout à l'heure, des cartes de coûts. Et si l'énergie augmente, on répercute seulement la partie qui augmente dans nos prix d'achat. Et après, nous, commercialement, c'est très difficile de faire passer des hausses à nos clients. Mais voilà, on essaye de faire passer ce message-là. Merci Marie. On va prendre la question de Jean-Michel peut-être, qui nous dit: en conventionnel, le prix des intrants explose. Est-ce une opportunité pour l'agroécologie? Je ne sais pas si Olivier, ça te branche. Oui, tout à fait. Ça vient exactement dans un petit peu le prolongement de ce que je disais tout à l'heure. Alors effectivement, c'est l'opportunité à saisir. Peut-être que ça va résoudre pour les petits agriculteurs qui vont être impactés par ça. Mais c'est vrai que des gros céréaliers, des gros viticulteurs, que le prix explose, souvent ils s'en fichent et ils ont tellement de marge, mais c'est déjà un premier levier. Et moi, je mettrais ça avec le parallèle de toutes les externalités négatives que ça représente. Aussi, c'est en termes d'empreinte, c'est peut-être pour faire le lien avec un point qu'il aurait pu y avoir sur justement l'empreinte de cette agriculture conventionnelle qui est démesurée par rapport à une agriculture, à une agroécologie qui est une agriculture du vivant basée sur la photosynthèse, où on se rapproche de ce qui est dans le cycle naturel, c'est-à-dire le soleil est ultra abondant, fait développer la biomasse, et le but de la biomasse, c'est qu'elle soit consommée le plus près possible de là où elle pousse. Et dès lors qu'on utilise des intrants, quels qu'ils soient, que ce soit des engrais, des pesticides, on fait complètement exploser l'empreinte environnementale à tous les niveaux. Et donc, peut-être d'accentuer ce levier prix qui en ce moment est en train d'exploser, mais peut-être pourquoi pas de l'appuyer encore plus pour justement que ça devienne vraiment incitatif, le côté financier, en tout cas pour une marge d'agriculteurs, et quitte après contrebalancer avec des aides. Merci Olivier. Isabelle, bien entendu, vous avez fait des émules. La question c'est: y aurait-il, et non pas y a-t-il, d'autres métropoles qui portent les mêmes projets agroécologiques que Montpellier?
car il y a plus d'espoir à cette échelle territoriale qu'au niveau national. Alors, c'est pas forcément stipulé comme tel, hein, agroécologie. C'est vrai que c'est peut-être parce que je suis agronome moi aussi à la base, hein, et cette agroécologie, en fait, juste fais un petit aparté, moi je l'avais découverte il y a plus de 35 ans dans tous les travaux qui se faisaient dans les pays du Sud, notamment en Haïti, au Burkina, au Bénin, à Cuba, dans des pays où justement on n'avait pas accès à cette énergie, on n'avait pas accès à ces produits phyto, on n'avait pas accès à ces engrais, et il fallait que les paysans fassent preuve de beaucoup d'imagination pour arriver à produire sans tout ça. Et là, les agronomes ont beaucoup appris aux côtés de ces agriculteurs qui, du coup, développaient des systèmes très complexes, hein, très subtils, très complexes, avec les associations, les rotations, tout ce qu'on veut. Avec en plus dans des pays où souvent ils avaient très peu de terrain et donc il y a eu vraiment cette agroécologie, il faut le rappeler, et l'agronomie qui est liée, elle a beaucoup appris aux côtés de ces agriculteurs des pays du Sud dans ces années-là. Les premiers modules de formation en agroécologie à l'époque avec Nature et Progrès, quand il y avait le CIEPAC et tout, c'était en lien avec ce qui se passait au Bénin, au Burkina. Voilà, vraiment. Et à l'époque, voilà, c'était vu un peu comme des démarches un peu. Oui, c'est ceux qui s'occupent des pays pauvres, quoi, qui s'intéressent à ça. Et aujourd'hui, on voit que on va en apprendre beaucoup. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui, sans prononcer le mot, hein, l'agroécologie, de fait, en font, où ils viennent, mais sans le dire, ou sans. Moi, je vois au niveau du territoire de la métropole, dans la viticulture, où déjà, au travers du bio, il y a une très forte proportion de bio sur le territoire, beaucoup plus qu'on est à 25%, hein, beaucoup plus qu'au niveau départemental, qui lui-même est assez élevé par rapport au niveau national en bio. Et des grosses réflexions, comme je vous le disais, sur la des cultures, la gestion des sols, beaucoup de recherches en ce moment paysannes, agricoles, sur est-ce que je mets du compost, est-ce que je mets du broyat, le lien avec le couvert végétal, est-ce que je sème des légumineuses, est-ce que je me fais un rang sur deux, un rang sur trois, enfin bon, c'est ils sont eux-mêmes très, très variés. Les agriculteurs qui commencent déjà aujourd'hui à se dire mais zut, il faut peut-être qu'on remette des haies, mais aussi qu'on remonte nos murs, qu'on arrête de drainer à tout va nos parcelles et à refaire nos fossés, etc. Enfin, beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Donc, je pense que. Ma question, Isabelle, c'est savoir si en Bretagne, par exemple, ou en Drôme, ou en Alors Occitanie. ça, moi, je ne connais pas bien, je ne suis pas la mieux placée pour vous répondre, je ne saurais pas vous dire. C'est sûr que nous, on est comme. C'est là où je voulais en venir, excusez-moi, je me suis perdue. On est sur un territoire très fragile, méditerranéen, à plein de points de vue, pas d'eau, forte biodiversité, des cailloux, des sols pas. Un climat très dur, etc. Et donc, du coup, peut-être, voilà, par la force des choses, obligé d'y réfléchir, quoi, peut-être plus qu'ailleurs. Mais. Voilà. Je sais qu'il y a plein d'endroits où les territoires se posent aussi la question. Mais c'est sûr qu'on se la pose plus en termes du point de vue du consommateur, en bio, moins du point de vue de la résilience du territoire et de l'agriculture au travers de l'agroécologie. Je ne sais pas si je suis claire. Les deux pouvant se rejoindre totalement, hein, pour moi. Mais. Ouais. Merci Isabelle. Une autre question qui revient assez souvent moi, dans les débats que j'anime, qui est une démarche comme la sécurité sociale alimentaire, ne serait-elle pas un moyen collectif et global de changer d'échelle et de paradigme? Je pense qu'Isabelle, vous avez peut-être quelque chose à dire. C'est vrai que le réseau VRAC, il y a plein de gens qui en parlent beaucoup en ce moment autour Alors de nous, nous. on soutient la métropole Territoires à vivre. Là, c'est un programme qui veut aller assez loin justement dans la perspective sécurité sociale de l'alimentation, et on va expérimenter, on va abonder une caisse, comme la caisse de la sécurité sociale. Ce sera une petite caisse locale, donc qui va être abondée non pas par les cotisations sur des charges patronales et salariales comme c'est la Sécu, hein. Ça va être un abondement pour l'instant local avec les associations, la métropole, la ville, et puis aussi peut-être, on espère, des entreprises, parce que l'idée c'est ça, hein, c'est que ce soit les cotisations patronales qui financent cette Sécu, hein, à terme, comme la Sécu en général. Mm. Et donc voilà, expérimenter ça à un échelon local. Là, c'est intéressant, c'est le territoire, localement, la ville, la métropole, qui sert de support d'aide à l'innovation pour alimenter une politique nationale. Donc c'est quelque chose qui agite beaucoup, hein. J'ai la chance de faire partie du comité scientifique de la Fondation Carasso, enfin stratégique de la Fondation Carasso, et de suivre différents projets. Et eux, ils ont vraiment une vision
très, très global, national, de tout ce qui se passe en termes d'innovation associative notamment, et c'est quelque chose qui est en train de prendre vraiment. Merci beaucoup. Une autre question qui est un des vrais enjeux. Merci Vanessa de poser plein de questions et de revenir là-dessus. C'est comment éviter que les terres ne partent aux mains des grands groupes? Comment la SAFER peut-elle contrecarrer l'inflation du cours des terres agricoles? Quelles sont les marges pour une municipalité? Je suis désolée Isabelle, hein, ça... c'est un peu ciblé, mais c'est tellement... Il y a une loi, alors j'ai plus le nom du député qui a fait voter la loi en tête. Il y a une loi toute récente là, qui vient de sortir, qui limite et qui permet justement d'intervenir quand on voit des transactions, de ce qu'on appelle des déclarations d'intention d'aliéner, qui permet à la SAFER d'intervenir quand on voit que ce sont des firmes qui sont en train d'acquérir le foncier. Alors, je ne sais plus le nom de la loi, je suis désolée, hein. Et là, en ce moment, par exemple, nous, territoires, là, à l'heure actuelle, par exemple, la SAFER Occitanie est en train de définir son PPAS sous l'égide de la DRAF, de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, donc de l'État. C'est une obligation réglementaire. Leur PPAS, c'est leur plan pluriannuel d'action, enfin, une stratégie, je ne sais plus. Et quand même cette... C'est la loi du 23 décembre 2021, non, qui porte sur les Voilà, mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole. Voilà, je ne sais plus le nom du député, elle porte le nom d'un député, là, donc j'ai perdu le nom. Et donc ça, c'est en cours. Après, c'est une grosse préoccupation quand même, hein, par rapport au développement de cette agriculture de firme, où en fait, il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus que des propriétaires qui confient à des entreprises le soin de mettre en culture, et très développées dans le nord de la France et qui commencent à poindre dans le sud de la France. Donc il y a une vigilance, je pense quand même par rapport à ça. Et je vous dis, la loi permet maintenant de préempter et de pouvoir intervenir. Et c'est des sujets communs qu'on veut soulever ensemble avec notamment la SAFER, puisque c'est elle qui, de façon régalienne, je dirais, est en mission sur ce sujet-là, mais aussi les autres acteurs, Terre de Liens, etc. On a tenu un séminaire d'ailleurs conjoint, hein, Terre de Liens et SAFER, au mois de novembre. Les territoires peuvent être le lieu où on fédère un peu les choses, on décloisonne et on arrive à travailler ensemble parce qu'on partage les objectifs. Et par exemple, de réfléchir à la reprise d'exploitation. 50% hein, des exploitants sont à la retraite dans les 10 ans et n'ont pas de repreneur. Hein, donc, comment réfléchir non pas seulement transmission de ces exploitations qui sont difficilement transmissibles en général, très lourdes, avec beaucoup d'endettement à faire pour pouvoir racheter le capital, mais comment on peut réfléchir en même temps que la transmission à une transformation et à revenir à des unités de production plus petites qui mutualisent et qui font qu'à terme, elles permettent à plus de monde de vivre bien et d'être elles-mêmes transmissibles à l'avenir, quoi. Donc, sachant qu'il y a de plus en plus d'expériences collectives aussi, hein, de jeunes qui s'installent dans Limousin ou ailleurs, ils s'installent assez sont très intéressantes, hein, et avec le défi de la mutualisation qui peut permettre de rendre viables des choses qui sinon sont difficilement par ailleurs. Tout reste à inventer et à la fois plein d'initiatives existent. Merci beaucoup à vous quatre pour cette première table ronde. On a essayé de respecter le timing par rapport à l'heure qu'on s'est donnée et notamment autant pour la deuxième table ronde. Donc voilà, je vous propose qu'on passe sur la partie plus pratique. 60% des Français ont ou souhaitent cultiver un potager, mais peu se sentent finalement suffisamment informés. Voilà, donc ça va être le sujet de la deuxième table ronde. Je propose qu'on partage d'abord les chiffres du baromètre sur cette partie plus pratique. Si on veut bien me les afficher, merci. Voilà, donc 9 Français sur 10 soulignent les effets bénéfiques du potager. Ils y voient, on va dire, les 3 principaux avantages qui sont évoqués. Le premier, c'est bien entendu un avantage éducatif, parce que ça permet d'apprendre aux enfants d'où viennent les aliments. Non, les poissons n'arrivent pas en version rectangulaire et les carottes en version tranchée. Un autre avantage, c'est l'avantage social, parce que les jardins partagés favorisent les liens. On le voit au niveau de toutes les initiatives qui peuvent exister aujourd'hui à ce niveau-là, de rencontres, de connaissances, de mutualisation et d'aide. Et puis également un avantage économique. Quand on voit l'augmentation du coût des aliments, ça permet de se nourrir de manière plus économique.
Voilà, dans les autres enseignements, les Français, dans un contexte économique qui se tend et dans un contexte aussi où je pense que le lien à la nature a été trop longtemps oublié, 85% souhaiteraient apprendre à cultiver en interaction avec la nature et 70% souhaiteraient suivre une formation pour connaître les bonnes pratiques. Voilà, et tout ça nous amène bien entendu à un accompagnement qu'on va devoir tous faire et tous se mobiliser pour que les Français puissent voilà, commencer à développer leur autonomie et à cultiver leur jardin qui, comme disait Pierre Rabhi, est notre premier acte de résistance. Voilà, pour cette deuxième table ronde, nous allons avoir 3 personnes avec nous. 3 personnes qui sont dans la pratique, qui sont dans le concret et qui vont pouvoir nous accompagner sur ce chemin. Je vous rappelle l'enjeu et la question que l'on a envie de partager. C'est 60% de Français qui ont cultivé ou qui souhaitent cultiver un potager, mais peu qui se sentent suffisamment informés. Et l'idée, c'est de savoir comment on peut les aider. Voilà, donc ma première question sera sur finalement les 2-3 conseils pratiques que on pourrait donner à chacun et chacune pour transformer son jardin ou pour créer son jardin agroécologique. Peut-être Damien, si vous êtes là. Donc, je rappelle le profil de Damien avant que tu répondes. Donc, youtubeur, formateur, designer, conférencier en permaculture agroécologie. Un très bon livre chez Terre Vivante que j'ai encore vu hier soir chez mon libraire. Voilà, donc peut-être Damien, quelques conseils pratiques à cette communauté que l'on ne sait pas dans son expérience du jardin, mais qui a envie en tout cas d'apprendre. Alors là, on n'entend pas Damien. Toujours pas. Alors peut-être que le temps que Damien revienne avec son son, on va peut-être basculer sur Arnaud. Arnaud qui est jardinier formateur chez Terre et Humanisme, mais aussi maître composteur. Tu as affaire assez régulièrement à des stagiaires, à des gens qui viennent mettre les mains dans la terre en Ardèche. Quels seraient les conseils que tu souhaiterais nous partager ? Bonjour à tous, merci Françoise, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, bien. effectivement, quelques conseils autour du. Alors moi, je suis plutôt du coup, effectivement, formateur, animateur autour du jardin, plutôt pour des particuliers. Et pour ce qui touche à l'agroécologie, moi, je dirais que déjà, essayer de favoriser la biodiversité au maximum et aussi la biodiversité de son sol. On sait qu'on a 25% de la biodiversité qui est contenue dans nos sols. Et en agroécologie, la priorité, c'est vraiment de soigner ces sols. Avoir un sol vivant, riche, voilà, en général qui va être couvert, que l'on nourrit régulièrement. C'est vraiment un gage de soins, enfin de bonne santé pour ces plantes derrière. Donc moi je commencerai déjà par analyser un petit peu mon sol, le soigner et en tout cas prioriser ça. Et en général, quand on a un bon sol, voilà, le potager va suivre très bien derrière et on aura moins de pathogènes, moins de maladies et ça va bien se passer. Merci Arnaud. Je ne sais pas si Damien a récupéré son son ou si on bascule sur Émilie. Damien, est-ce que tu es avec nous ? Bon, a priori, il n'y a pas de Damien. Peut-être on va basculer sur Émilie en tant que… Donc Émilie, elle est animatrice en agroécologie. Elle facilite de nombreux projets collectifs autour de jardins partagés. Quels seraient les conseils que tu aimerais partager aujourd'hui ? Bonjour à toutes et tous. Alors, les conseils… Ah, je crois que Damien… Damien, c'est bon. J'arrive pas. Je propose qu'on continue avec Émilie, Damien. Ok. Ouais, bien sûr. Ok, à tout de suite, Damien. Ok, donc nous, ce qu'on préconise dans la mise en place des jardins partagés et puis qui explose, là, on le sent. Moi, je suis francilienne, donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes, mais c'est un phénomène qu'on retrouve à l'échelle nationale. Donc, la première chose qu'on conseille de regarder, c'est la présence de l'eau et de la capacité à collecter les eaux pluviales.
j'insiste vraiment fort là-dessus parce que je vois encore trop souvent des projets qui veulent se faire sans que cette question de la ressource eau soit posée, puis sans qu'il y ait une réflexion sur de quelle eau il s'agit. Est-ce qu'on parle de l'eau pluviale? Est-ce qu'on parle de l'eau potable? Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental à intégrer dans les projets de jardin partagé. Le deuxième point, mais pas moins important, c'est la question du sol. Je rebondis sur ce que vient de dire Arnaud. Mais en plus, j'ai une déformation qui est celui des contextes urbains, où voilà, de quel sol on parle, dans quel état il est. Est-ce qu'il existe encore d'ailleurs ce sol? Est-ce qu'il est là? Qu'on travaille en hors sol, parce que du coup, il n'y a pas de choses qui sont possibles pour des raisons de pollution aux métaux lourds, notamment qu'on croise souvent. Donc, il y a des techniques agroécologiques qui sont fabuleuses pour contourner ça, mais ça pose quand même une vraie question sur l'état de nos sols et puis ce qu'on en fait. Et pour moi, les jardins partagés, c'est vraiment aussi une occasion de les préserver et de tenter d'activer un levier pour lutter aussi contre la minéralisation qui est flagrante. Donc, en tout cas, voilà, pour revenir sur le jardin partagé, l'eau, le sol et puis cette approche systémique de la biodiversité, qu'est-ce qui existe dans l'espace sur lequel je vais m'installer, comment on peut renforcer, booster cet aspect-là. Voilà, je pourrais rajouter plein de trucs, mais si je devais choisir 3 piliers, ça serait cela. Merci, Émilie. Alors, est-ce que Damien est avec nous? Je ne sais pas. Yes! Wouhou! Pourtant, je n'ai pas fait grand-chose. Bah écoute, l'essentiel, c'est d'être là. Alors, Damien, on t'écoute. Déjà, oui, je voudrais effectivement appuyer ce qui a été dit. Donc, le sol, l'eau, c'est vraiment des trucs fondamentaux qui sont vraiment hyper importants. Donc, je voulais remettre un petit coup là-dessus. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est plutôt que d'essayer de faire pousser des végétaux, pourquoi ne pas essayer de faire pousser du sol? Parce qu'effectivement, quand on aura un sol fertile, plein de vie, ça sera vraiment beaucoup plus facile de cultiver. Et d'ailleurs, il y aura une meilleure rétention d'eau également. Donc, c'est vrai que ces 2 points, l'eau et le sol, c'est hyper important, je voulais le redire. Et après, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est tout ce qui est biodiversité. Donc, moi, un des conseils que j'aime bien donner, c'est prendre le temps d'observer, d'essayer de comprendre ce qu'il y a autour de nous, les végétaux sauvages, la faune sauvage. J'aime bien aussi sortir un petit peu de la dualité, les mauvaises herbes, les bonnes herbes, les insectes, les animaux nuisibles, les animaux utiles. En fait, tout a un sens et tout est globalement connecté. Donc, chaque petite herbe sauvage, elle a son intérêt pour les pollinisateurs, pour les oiseaux. Chaque animal que l'on considère comme un nuisible, il a son intérêt également pour les autres animaux. Donc, voilà, observer un petit peu la nature, essayer de la comprendre au mieux, essayer de s'y intéresser. Donc, voilà, nourrir son sol, regarder l'eau et puis s'intéresser vraiment énormément à la biodiversité. Un autre conseil que j'aime bien donner aussi, c'est surtout pour les personnes qui débutent, c'est d'y aller petit à petit, faire des petits pas. Au lieu de se lancer, on n'a jamais fait de potager. Avant de se lancer dans un jardin immense, ça me paraît intéressant de commencer par faire pousser quelques tomates, quelques légumes, d'y aller petit à petit, par petits pas. Un autre truc que j'ai envie de dire, c'est de s'amuser en fait. Si vous voulez vous lancer dans un jardin, un potager, peu importe, un verger, ce que vous voulez, c'est d'y prendre du plaisir et c'est vraiment hyper agréable de faire ça. Donc, un conseil que j'aime bien donner, c'est essayer de prendre plaisir à faire ce que l'on fait. Cultiver des végétaux que vous allez manger. Si vous n'aimez pas les topinambours, ne vous cassez pas la tête à faire pousser des topinambours, même si ça a un intérêt. Et puis, une autre chose que je voulais dire, c'est commencer maintenant. Il est temps d'y aller, même si vous n'êtes pas parfait, si vous n'avez pas toutes les connaissannes nécessaires, c'est important de mettre les mains dans la terre. C'est comme ça qu'on apprend. Il y a une phrase que j'aime bien, c'était de l'abbé Pierre, si je ne dis pas de bêtises, qui dit qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer à faire quelque chose de bien. Donc, même si on n'a pas toutes les connaissances qui peuvent sembler immenses, la connaissance sur la vie du sol, les connaissances sur l'eau, les connaissances sur la botanique, sur la faune, la flore peuvent sembler immenses, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir toute cette connaissance pour commencer à se lancer. Voilà pour mes petits conseils. Merci Damien, tu devances la question d'après, parce que finalement, on voit bien, non, mais il n'y a aucun souci, on voit bien que ce qui est le plus compliqué dans notre chemin de vie, c'est toujours de se lancer, en fait. C'est d'y aller, c'est le premier pas. On fait une formation chez Terre et Humanisme, et puis on rentre chez soi, et puis on se dit, mais non, mais en fait, je n'ai pas encore assez appris, et donc je vais revenir l'année prochaine, etc., etc. Donc peut-être, Émilie, qu'est-ce que tu nous conseillerais comme mode d'emploi pour se lancer, pour y aller, pour se jeter à l'eau? Ouais, c'est vrai, François, ce que tu dis. Moi, souvent, les habitants, ils n'ont pas confiance, puis ils ont toujours l'impression de devoir continuer à apprendre dans les bouquins, dans tout ça. Moi, ce que je conseille, c'est de se jeter à l'eau
Et puis, d'oser expérimenter. En plus, dans les jardins partagés, il y a aussi la force du groupe, la force humaine qui est là. Donc, il y a souvent des habitants qui vont avoir un peu plus d'expérience que d'autres. Il y a souvent l'envie d'entraide et de partager. Donc, il y a ces choses-là. Ce qu'on aime bien conseiller aussi, toujours pareil dans le cadre des jardins partagés, c'est de ne pas hésiter à se mettre en lien avec un projet qui a un peu plus de bouteilles, un peu plus d'historique, aller se rencontrer entre habitants. C'est une parole forte pour les gens, souvent même des fois plus que celle de nous autres animateurs ou formateurs. Ils ont leurs expertises. Donc, pour échanger sur des pratiques de jardinage, pour troquer de la semence, mutualiser des outils, il y a plein de choses qui sont possibles. Et puis, il y a aussi quelque chose de réjouissant à se mettre en réseau comme ça et puis à s'engager ensemble sur un territoire. Donc, moi, c'est vraiment ce que je conseille. Et puis, oser se jeter à l'eau, expérimenter. Il y a des choses, des fois, qui nous arrivent, qui sont géniales et super créatives de la part des habitants, et c'est bonheur. Sachant qu'au pire, Émilie, ça ne produit pas. Il n'y Ouais, a pas voilà. d'enjeu. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Arnaud, moi j'aimerais bien que tu nous dises, moi il y a un truc que j'aime bien, c'est le côté tenir bon, parce que c'est toujours compliqué, on commence un truc, on va à la piscine et tout, c'est super, et puis après il fait froid, on n'a plus envie d'y aller. C'est un peu pareil avec le potager. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à nous donner pour rester super motivé, et puis voilà, ça ne marche pas une première fois, c'est pas grave, on remet sur l'établi. Ouais, effectivement, je pense qu'un peu comme disait Émilie, je pense qu'il ne faut pas hésiter à oser pas mal de choses au potager, à faire ses propres expériences. Bien sûr, toujours mixer théorie et pratique. Voilà, si on a trop de théorie en tête et pas assez de pratique, ça ne va pas s'ancrer en nous vraiment. Donc, vraiment bien alterner les deux. Et puis, si on fait des erreurs, voilà, ce n'est pas grave du tout. Nous, ici, quand on reçoit des stagiaires en formation, on adore qu'ils fassent des erreurs. Plus ils font d'erreurs, plus on est content. Et on espère juste qu'ils ne vont pas refaire cette erreur une deuxième fois. Et donc, voilà, faire le maximum d'erreurs au début et de moins en moins. Voilà, donc un peu ce que disait Émilie ou Damien, oser expérimenter. Et puis, comme disait Damien, voilà, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant, hein. Il y a des choses à faire toute l'année au potager. Voilà, bien sûr, si on prépare un sol à l'automne pour le printemps, c'est mieux. Mais voilà, il y a plein de techniques aussi pour démarrer des jardins sur pelouse ou même en hors-sol dès maintenant, dès ce printemps. Donc voilà, ne pas hésiter à commencer, à se mettre en réseau, à aller voir ses voisins. On a 50% des Français qui ont la chance d'avoir accès à un jardin, voilà, un jardin privé. Voilà, on a énormément de Français qui ne font pas encore de jardin aujourd'hui et qui peuvent se lancer. On a encore une énorme marge de manœuvre par rapport à ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Merci Arnaud. Damien, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous indiquer où trouver les informations concernant les mariages intelligents entre différentes plantes pour favoriser la pollinisation, la réduction des intrants, même organiques, lutter contre les parasites, ou qu'est-ce qui pousse à l'ombre, etc., etc. Là, tu veux que je te cite un endroit où on peut trouver toutes ces informations-là? Oui, mais tu sais, Vanessa est très ambitieuse. Vanessa a envie de savoir exactement quel est le site. Ok, alors moi, je ne suis pas un fan des recettes toutes faites. Alors, j'ai envie de dire, il faut expérimenter. Parce qu'il y a pas mal de bouquins qui vont te donner des conseils sur les plantes de campagne, le poireau et la carotte, les fraises et les poireaux. Moi, mon conseil, c'est vraiment, ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant, c'est expérimenter le nombre de choses qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas faire, que j'ai faites et qui marchent très, très bien. Donc, franchement, ça va vraiment dépendre du contexte. Donc, j'en reviens un petit peu en arrière avec le conseil de commencer et y aller, quoi. Pour moi, c'est comme ça qu'on va apprendre. C'est en faisant, quoi. Après, des conseils, oui, il y a des tonnes de bouquins, des tonnes de vidéos, des tonnes de conférences, mais ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va accumuler de la connaissance, on va se remplir la tête de connaissances, mais presque à la fois, ça fait peur, toute cette connaissance, et on se rend compte que plus on en connaît, plus il y a de choses qu'on ne connaît pas, et donc il faut y aller, quoi. La connaissance, c'est un petit peu comme un petit poids, plus ça grandit, mais plus il y a de surface avec ce qu'on ne connaît pas, et il faut y aller même sans accumuler des tonnes de connaissances. Et au pire, si on se plante, c'est comme ça qu'on pousse, quoi. C'est en se plantant qu'on pousse. Et c'est pas grave si notre poireau il pousse pas bien à côté d'une tomate, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, ça pousse bien à côté, hein, mais je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave, quoi. C'est en essayant et essayer plein de choses différentes et puis regarder ce que font les voisins. Les anciens des villages, ils savent ce qu'ils cultivaient avant, même si le climat changeant, et il y a des changements également dans les jardins. Mais voir un petit peu ce que font les voisins, les jardins partagés, c'est génial. On refait le monde autour d'un plant de tomates et on discute, on voit ce que font les autres, ce qui marche. Et en vrai, ce que je dis, c'est tout simplement ce qu'on a dit avant, c'est y aller, essayer, expérimenter. Et puis les infos, les livres, Internet, YouTube, il y a des tonnes d'infos qui circulent. Il y en a presque trop.
Merci Damien. Je vais poser une dernière question à Émilie. Quelles sont les techniques de culture sur sol pollué dont tu parlais précédemment? C'est Philippe Ambroise qui aimerait que tu nous dises. Eh ben, les techniques sur sol pollué, ben, en fait, c'est du hors-sol, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout travailler dans le sol, on ne va rien faire pousser dans le sol parce qu'il est impropre. Et puis, par contre, on va pouvoir, en utilisant des bacs de culture, recréer du sol, entre guillemets, et travailler avec ce qu'on appelle des lasagnes, qui est un système de succession de couches où on va mélanger de la matière organique. De toute manière, quand on est dans les jardins partagés, on est des chercheurs de matière organique constamment. Ça, je voulais le dire sur ta première question, Françoise, et je l'ai zappé. Donc, c'est ça, en fait. C'est un système, les gars, Arnaud comme Damien en parleront certainement mieux que moi, mais un système de couches, d'alternance, de matière organique qui vont permettre de cultiver à l'intérieur, notamment des plantes gourmandes, quoi. Et voilà ce qu'on peut utiliser sur ces espaces-là. Et je partage d'ailleurs une réflexion aussi d'importance parce que ça fait partie des aberrations que je peux constater parfois. Quand il n'y a plus de sol, quand il est pollué, quand ça ne va pas, surtout, il y a des porteurs de projets qui sont tentés d'aller chercher la terre arable. Nous, on est au bout de la zone d'aménagement francilienne. Donc après, il y a le Vexin français, il y a des terres agricoles. Et il y a une tendance à vouloir aller chercher de la terre pour recréer des espaces jardinés dans les villes. Et ça, bien sûr que c'est pas vertueux, qu'il ne faut pas faire ça. Voilà. Merci, Émilie. Et ben voilà, hein, ça se termine notre deuxième table ronde. Merci à tous les trois d'avoir partagé votre, on va dire, enthousiasme et à la fois votre capacité à nous inciter à y aller, tout simplement. Je pense qu'il faut plus trouver d'excuses. Dans les ressources qu'on avait envie de partager avec vous en fin de ce webinaire, il y avait bien entendu le manuel des jardins agroécologiques qui a été rédigé par les jardiniers de Terre Humanisme, où vous avez moult dessins, illustrations et conseils. Il y a le livre de Nelly Pons qui est Débuter son potager en permaculture chez Actes Sud. Et puis, bien entendu, le livre de Damien sur la permaculture au jardin mois par mois. Et puis, sur notre boutique en ligne, vous avez plein d'autres livres, notamment Redevenir paysan de Jacques Capla, qui me tient à cœur. Voilà. Et puis, on a fait un premier e-book sur l'agroécologie. Voilà, il est accessible à tous et il est vraiment très pratique, conséquent. Il y a quand même 40 pages avec plein de conseils et d'outils pratiques. Et puis pour finir, bien entendu, nos stages et nos formations pour passer à l'acte. On a aujourd'hui plus de 15 thématiques et de stages qu'on propose un peu partout en France. Il y a plusieurs lieux partenaires. Ça va de 1 journée à 5 journées. Voilà, des formateurs de terrain, des personnes comme Émilie, comme Arnaud, qui sont sur le dur et sur le concret et sur le sol tous les jours. Voilà. Donc, merci à tous ces intervenants, merci d'avoir été si nombreux à nous suivre et nous espérons vous retrouver une prochaine fois pour un autre webinaire sur une actualité autour de l'agroécologie qui nous tient tellement à cœur. Merci beaucoup.